Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Le retrait du Bénin du protocole de saisine de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par les citoyens n'a rien à voir avec la plainte de Sébastien Germain à Javon devant la juridiction, selon un point de presse animé dans la soirée de ce lundi par le ministre de la Justice et de la Législation. C'est un contentieux opposant depuis quelques mois au Bénin la Société Générale Bénin SGBSA à une société dénommée Société d'hôtellerie, de restauration et de loisirs SHRL, dont les promoteurs sont des ressortissants d'origine libanaise, au sujet du remboursement d'un important crédit avoisinant 15 milliards de nos francs. Une actualité qui partage les gros titres à la une des parutions de ce matin pour le ministre garde des Sceaux, que vous aurez à suivre dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Les égarements de la Cour africaine sont devenus source d'une véritable insécurité juridique et judiciaire à laquelle il est de la responsabilité des gouvernants de porter remède. Ainsi, le gouvernement a pris la décision de désengager la République du Bénin pour ce qui concerne la compétence de la Cour relativement aux requêtes individuelles et des organisations non gouvernementales. Nous en parlons dans le débat du jour avec Karl Kitomé et Claude Alofa. Avec eux, nous aurons à décrypter le port de masque de protection qui est devenu une obligation sur toute l'étendue du territoire national. Outre cela, à suivre dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, le bilan des grandes réalisations du régime Talon dans le secteur des sports. Voilà, chers amis internautes, pour le sommaire de cette émission. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Retrait de la déclaration du protocole du Bénin de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ». Les vraies raisons, selon le garde des Sceaux, vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a titré ce matin en deuxième titre à la une « Port obligatoire de masques sur toute l'étendue du territoire national. La répression commence dès ce jour ». Nous restons à la une de l'informateur dont l'oreille droite de la une de ce matin nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'actualité en manchette ce matin avec Georges Bada à l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. Selon le confrère de l'actualité, Calavi veut maintenir le cap du développement. Les raisons vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré en manchette ce matin. Objectif de l'UDBN assez communal de 2020. Révéler le potentiel de la jeunesse, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Covid-19 et la posture du Bénin face à la dette publique. Réaction de Léandre Humbedji dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui a titré ce matin en manchette « Lutte contre le Covid-19 dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine ». Les décisions issues de la session extraordinaire des chefs d'État vous est publié à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. La priorité ce matin en manchette, élection municipale et communale du 17 mai prochain à l'UDBN. Claudine Afiavi-Prudencio mise sur les jeunes, rapporte le confrère ce matin en manchette. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal en manchette ce matin, retrait du Bénin de la déclaration d'acceptation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le gouvernement ne fléchit pas. Le ministre Séverin Colombe éclaire l'opinion. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, élection communale du 17 mai prochain. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau mise sur la jeunesse. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre à présent, présidentielle de 2016, talons dans le débat face à face. C'est grave que l'État dise qu'une décision de justice ne l'engage pas. Le Bénin s'oppose pourtant à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le garde des Sceaux tente de justifier. Des précisions sur cette manchette à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Nous passons à présent au quotidien béninois, le quotidien national d'information, j'allais dire. Compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la requêtes individuelles et des organisations non gouvernementales. Les raisons du retrait du Bénin vous sont dévoilées dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien de service public, sur toute l'étendue du territoire national, le port de masque devient obligatoire. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard.
Le télégramme à présent, retrait du Bénin de sa déclaration facultative d'acceptation de compétences de la juridiction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le garde des Sceaux évoque les vraies raisons. Ce que pensent Joël Aïvo et Victor Tokpanou vous sont dévoilés aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Info Plus pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Éducation nationale, réouverture de l'école maintenue au 11 mai prochain. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le directeur général de la police républicaine communique que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, il est porté à la connaissance des populations béninoises que le port de masque de protection est obligatoire sur toute l'étendue du territoire national pour compter de ce mardi 28 avril 2020 à 6 heures précises. Les personnels des forces de défense et de sécurité sont déjà instruites pour réprimer tout contrevenant, quel que soit son moyen de locomotion. La reprise par les réseaux sociaux de l'annonce du retrait par le Bénin de sa déclaration facultative d'acceptation de compétences de la juridiction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en matière de requêtes individuelles et des organisations non gouvernementales a donné lieu depuis quelques jours, selon le ministre garde des Sceaux, à une vive polémique alimentée par des déclarations politiciennes aussi tendancieuses que partisanes, malheureusement relayées par la presse nationale et internationale. Pour Séverin Quenom, dont il a le devoir d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur les fondements de cette décision, le gouvernement de la République du Bénin considère que l'adhésion à un instrument international ne peut se réduire à la volonté de faire bonne figure en se parant de vertu. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom, au micro de nos reporters. Certaines décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont suscité de très vives préoccupations en raison de graves incongruités qu'elle recèle au point de conduire la Tanzanie, pays hôte de la juridiction, et le Rwanda à se désengager en matière de recours individuels et des ONG. C'est justement la réitération et la récurrence de ces dérapages qu'il n'est pas possible de sanctionner et que la Cour elle-même ne donne pas l'air de vouloir corriger en dépit des remous qu'elle suscite en son propre sein qui ont amené notre pays a initié, dans le courant du mois de mars dernier, son désengagement de la compétence individuelle, objet d'une double notification opérée dès le 16 mars 2020 au président en exercice de l'Union africaine, au président de la Commission de l'Union africaine. En ce qui concerne notre pays, justement, le Rubicon a été franchi à l'occasion d'un contentieux opposant depuis quelques mois au Bénin, la Société Générale de Banque, SGB, à une société dénommée Société Hôtelière de Restauration et Loisirs au sujet du remboursement d'un important crédit avoisinant 15 milliards de francs CFA. Las des promesses vaines et après plusieurs reports d'échéance infructueux, la banque créancière n'a eu d'autre recours que d'engager le recouvrement forcé de sa créance en procédant à la saisie de l'immeuble donné en hypothèque par sa débitrice conformément aux règles du droit OHADA, seules applicables en la matière. La procédure a été initiée devant le tribunal de commerce de Cotonou et a abouti à l'adjudication de l'immeuble saisi au profit de la SGB en l'absence d'enchérisseur le 30 janvier 2020. Aussitôt, la société débitrice a relevé appel de cette décision et a même formé un pouvoir en cassation devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA basée à Abidjan. Mais bien qu'ayant exercé ces recours, dont le dernier n'a toujours pas encore été vidé à ce jour, et comme cela est devenu presque de mode, cette société a parallèlement saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 14 février 2020 en présentant dans la procédure une demande de mesure provisoire tendant au sursis de l'adjudication. La Cour africaine, alors là, s'est abstenue d'en aviser la Société Générale, mais plutôt a notifié le recours le 18 février à l'État béninois qui n'était pas parti à la procédure.
en lui impartissant un délai de 8 jours pour répondre à la demande de sursis à exécution. Le 28 février 2020, soit exactement 14 jours après sa saisine, elle rendait une ordonnance faisant injonction à l'État béninois d'empêcher l'adjudication. Cette décision a bien évidemment provoqué un désarroi dans les milieux d'affaires et celui des banques prêteuses, en particulier dont le représentant n'a pas manqué d'exprimer au gouvernement béninois un vif émoi face à cette situation incongrue, inopportune, impertinente dans le domaine des relations commerciales entre particuliers. C'est dire qu'en cette affaire, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples était radicalement incompétente et n'avait même pas pouvoir d'ordonner des mesures provisoires. On ne le rappellera jamais assez qu'en cette matière, la juridiction de dernier recours est et demeure la Cour africaine, la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, basée à Abidjan. Les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, sont les seuls à assurer le transport à Cotonou ainsi que les taxis-villes. Cependant, leurs recettes ne font que baisser depuis l'installation du cordon sanitaire pour une riposte efficace à la pandémie du coronavirus Covid-19. Les conducteurs de taxi-moto rencontrés par une équipe de reportage de AETV apprécient la suspension des minibus qui, à leur avis, causaient beaucoup de désagréments, notamment des accidents. Ils espèrent qu'à leur retour dans la circulation, des dispositions seront prises pour plus de discipline, étant donné qu'il joue également un rôle important dans la mobilité des citoyens. Le reportage est signé Carles Kitomé, Loïc Arissou et Jean-Didier Esseka. C'est le quotidien des taxis-motos de Cotonou, un mois après le 30 mars, jour du démarrage du cordon sanitaire. Circulant sans clients, allongés ou assis à l'ombre dans l'espoir d'une meilleure journée. Nous nous rassemblons ici dans la journée de peur de circuler à vide à cause de la rareté des clients. C'est dans la soirée que nous arrivions à trouver le minima, moins du tiers de nos recettes habituelles. Je laisse difficilement 500 francs à ma famille pour la journée. Ça ne va pas tout le marché. Nous sommes des travailleurs de nom. Nos recettes ont considérablement chuté. Nous sommes désormais incapables de payer les frais aux propriétaires et même le loyer. Avec la suspension du transport en commun, ils espéraient une croissance exponentielle de leurs revenus, mais erreur. Grande était notre joie quand nous avions appris que le transport en commun était suspendu. Mais contrairement à nos attentes, nous sommes plus nombreux dans la circulation que les clients. Il va falloir créer d'autres emplois dans le pays pour embaucher les conducteurs de Zémidian. Nous pensions que la suspension des minibus était une aubaine, mais notre désillusion est grande. Les potentiels clients sortent très peu de peur d'être contaminés. Nous sommes des conducteurs de taxi-moto de nom. Tant que les clients ne sortent pas, nous n'avons rien.
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19, le gouvernement béninois a lancé à l'endroit des personnes de bonne volonté et des institutions un appel à la solidarité. En réponse à cet appel de la République, la présidente Claudine Afiavi-Prudencio et son parti politique l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ont fait don d'une enveloppe financière de 3 millions de francs CFA. Personnellement, Claudine Prudencio a offert 2 millions de francs CFA et son parti politique l'UDBN a mobilisé 1 million de francs CFA pour contribuer à la riposte contre la pandémie du coronavirus Covid-19 au Bénin. Pendant ces 4 premières années à la magistrature suprême, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est attelé à mettre en place un cadre nécessaire au rayonnement du sport béninois, de la gouvernance des fédérations sportives, à une meilleure représentativité du Bénin dans les joutes régionales et internationales, en passant par la construction des infrastructures ainsi que le financement. Le régime de la rupture abat un travail de fourmi. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a présenté samedi dernier le bilan à moins d'un an du terme du quinquennat dans l'émission Le Temps des Moissons sur la télévision nationale. Concernant les acquis, plusieurs entreprises se sont déjà positionnées en vue de la création des sociétés sportives. Oui, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez vu que le président de la République lui-même a dirigé les travaux quand nous avons rencontré les différents groupes d'entreprises du secteur privé et un peu du secteur public également. D'abord, il y a les sociétés qui exercent avec agrément de l'État. Et puis, il y a les autres entreprises qui exercent sur la place béninoise. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est distinguer ces 3 catégories d'entreprises, celles qui sont directement publiques, Port Autonome, CNSS, Loterie Nationale du Bénin, SONEB, SB2E, etc. Celles qui exercent avec un agrément de l'État, c'est les JSM, c'est les assurances, c'est les banques, et toutes les autres entreprises qui exercent librement. Et aujourd'hui, je peux vous dire que quand on prend par exemple la SONEB, elle s'investit dans la natation. Quand on prend la CNSS, elle s'investit dans le handball. Quand on prend le port autonome, ils ont intensifié leur action dans le foot, dans le basket. Quand on prend la Loterie nationale du Bénin, ils sont en train de conduire un très très bon projet dans le football. Et il y a d'autres sociétés privées, je ne dois pas faire de publicité ici, qui investissent dans le tennis, dans la pétanque. La SOGEMA a signé une convention avec la Fédération béninoise d'athlétisme, ainsi de suite. Et donc, tout ça se fait avec l'accompagnement de l'État. Et ce que vous verrez d'ici la saison prochaine, puisque nous avons déjà fait le point avec l'ensemble des fédérations, ce sont des clubs et associations qui appartiennent désormais aux personnes morales à travers l'institution au Bénin de ce que nous appelons les sociétés sportives. Sociétés qui sont les personnes morales propriétaires des associations sportives. Et donc, cela induit que désormais au Bénin, il n'y a plus de sportifs sans contrat, il n'y a plus de sportifs sans un lien qui définit comment il travaille, combien il est payé. Il n'y a plus de sportifs sans accompagnement à partir de la saison 2020. Et pour finir, Maître Rufino d'Almeida, membre fondateur du parti politique Bloc républicain et tête de liste à Boycon pour les élections municipales et communales prochaines, a rencontré le week-end dernier les autorités morales et associatives Peul et assimilées de la ville Carrefour pour présenter des excuses au nom du parti politique à la communauté indexée par des propos ethnocentriques il y a quelques jours. Une rencontre qui fait suite aux propos ethnocentriques tenus par l'un de ses candidats, Armand Gansset, actuel directeur général de la SOGEMA. Au terme de la séance, le Bloc républicain a reçu le pardon de la communauté Peul de Boycon. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur EZA Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kales Kitome, bonjour. Bonjour Adel Carrera Chirou. Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les matins. Vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Vous avez suivi comme tout professionnel des médias la sortie médiatique faite par, ou animée, j'allais dire, par le ministre Garde des Sceaux au sujet du retrait du Bénin de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dites-nous aujourd'hui que le ministre Garde des Sceaux, c'est vrai que l'homme a dit que ce retrait n'est pas lié à la plainte de Sébastien Germain-Javon. Dites-nous quelle lecture faites-vous du dossier actuellement? Oui, comme vous l'aviez dit, le 22 avril dernier, le Bénin annonçait le retrait de sa déclaration du protocole instituant le CA, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Nous avions dans la foulée fait des analyses
qui, après la sortie du ministre de la Justice, se montre bien fausse et erronée. Nous en tirons les conclusions, mais en fait, ce sont les informations que nous avions qui expliquent ce que nous avions dit à l'époque. Alors, le ministre dit et explique qu'il y a des dossiers plus complexes. À l'époque, on savait seulement que la Côte d'Ivoire aussi n'était pas contente. Aujourd'hui, nous comprenons pourquoi le Bénin se retire ou retire sa déclaration. C'est qu'il y a eu des dossiers entre des sociétés. C'est vrai, le Bénin protège les droits de l'homme individuellement à chacun de ses citoyens. Le Bénin aussi a besoin de ces sociétés, a besoin de vivre, de laisser vivre les sociétés, les entreprises. Et pour cela, il faut qu'il y ait une justice qui fonctionne. Lorsque la justice de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple prend une décision qui vient empêcher le bon fonctionnement des entreprises, l'existence, parfois même nuire aux intérêts de ces entreprises, ça gêne non seulement l'État, mais aussi sa société, mais aussi le peuple. Cela veut dire que ce que nous disions lorsqu'on faisait les remarques par rapport à la décision de la Cour qui privilégiait l'individu par rapport à l'État, nous ne sommes pas en fait trop loin. Ici également, il est question des individus, des Libanais, ce sont des gens qui vivent au Bénin et qui travaillent au Bénin, font des affaires au Bénin, mais qui devaient rembourser des sous qu'ils avaient pris à une banque. On parle la Société Générale. 15 milliards de francs. 15 milliards, ce n'est pas petit, la Société Générale du Bénin. Alors, face à cela, il est normal que la banque prenne des dispositions. La banque a pris ses dispositions pour récupérer ses sous, et c'est en ce moment que les Libanais ont trouvé bon de pouvoir porter plainte à la Cour et quitter d'abord l'OHADA qui les avait déboutés, ou du moins qui n'a pas fini de donner sa décision. Et ils ont préféré aller demander à la Cour, puisqu'elle est habituée à prendre des mesures provisoires. Et donc, ils ont compris qu'il faut profiter de ce que cette Cour-là a fait. Et cela, c'est un problème pour le bon fonctionnement du Bénin. Et donc, le Bénin, je crois, a bel et bien raison de pouvoir prendre cette décision. Et puis, le ministre a ajouté que bientôt il faut une proposition. Ce n'est pas qu'on se retire, mais on fait une proposition pour améliorer. Et c'est le plus important. Et c'est le plus important. Kaleski Tomé, le ministre, lors de sa sortie hier, parle de déclaration facultative au protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dites-nous aujourd'hui que vous êtes au courant de ce fait que le Bénin s'est retiré, non pas parce qu'il y a eu plainte de Sébastien Djamajamon, parce qu'il y avait un différend qui a eu à opposer la SGB et la SHRL. Bon, au fait, c'est une lecture des choses. C'est une lecture des choses. Le ministre a expliqué et il a essayé de faire sa communication, parce que c'est de la communication. Mais maintenant, quand on se met dans la peau de l'observateur, il est difficile de ne pas y voir un peu la dernière décision liée à la suspension du processus électoral, parce que c'est une décision quand même qui touche à la souveraineté nationale. Et si, à mon avis, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que j'estime que malgré toutes les récriminations qui existaient, s'il n'y avait pas eu cette décision, peut-être que le Bénin allait se retirer, mais pas tout de suite. Et donc, il y a eu quand même un facteur, je ne sais pas, favorisant cela. Et je crois que le fait de dire à la fin qu'il faudrait faire de nouvelles propositions à la Cour, je crois que c'est là la solution. La solution dans la mesure où si une Cour régionale prend des décisions qui fâchent les structures nationales, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne harmonie, il n'y a pas un bon fonctionnement. Parce qu'il faut respecter la hiérarchie des normes. Il paraît que les accords internationaux sont au-dessus des lois internes. Et donc, ça veut dire que si ces accords internationaux sont des accords vraiment intégrés, personne ne contesterait. Et ce n'est pas la première fois que les décisions de la Cour là, ont porté à créer des polémiques. Et je crois que la Cour doit travailler à maîtriser les contextes nationaux. Parce que la décision peut sembler bonne, mais dans le contexte national dans lequel la première décision des juridictions nationales a été prise, est-ce que c'est opportun
de revenir là-dessus et de prendre d'autres décisions. Il faut toujours tenir compte de ça parce que l'intérêt national prime toujours sur les intérêts individuels. Et l'examen, il faudrait faire un examen minutieux des informations à l'interne. Parce que quand les gens envoient une décision, il y a forcément des débats qu'il y a eu. Il y a eu des arguments qui ont été utilisés, qui ont été mis en jeu par les partis qui s'opposent. Et je crois que si on revenait vraiment sur toutes les informations qu'il y a dans le dossier avant d'ajouter la décision, ça peut... C'est des informations qui motivent les décisions de justice. Si on pourrait revenir là-dessus parce que les juges nationaux ne sont quand même pas des cons. Ils savent ce qu'ils font, ils connaissent leur métier. Et la décision, c'est vrai que c'est le droit. Mais parfois, dans le droit aussi, on tient compte du contexte national, de l'intérêt global pour prendre des décisions. Et si nous arrivons au niveau de la Cour et que la Cour ne fait pas un peu référence à ce genre de choses, il y aura toujours ce genre de conflit. Parce qu'aucune juridiction ne voudrait vendre son pays pour s'acheter un individu. Et donc, il ne faudrait pas que il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame. Donc, c'est à ce niveau que les vrais problèmes se posent. Et je crois qu'il revient à ceux-là qui ont instituer cette cour parce que c'est d'abord les États. C'est d'abord des États. Et donc, il faudrait que les États puissent revenir là-dessus pour que les choses soient faites comme il faut. D'ailleurs, la cour, tout le monde, tous les pays africains n'ont pas posé les actes pour être membres à part entière pour que les citoyens puissent aller devant cette cour. Donc, c'est déjà un problème. Il faudrait faire une communication autour de cette cour, que les décisions soient vraiment bien et qu'il y ait une communication pour que tout le monde puisse adhérer. Il ne faudrait pas que ça puisse frapper certains pays et pas d'autres. Et pas d'autres, et qu'il y ait beaucoup plus d'adhérents à cette cour. Alors, Claude, à la fin, l'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est la décision du gouvernement de rendre obligatoire le port de masques de protection sur toute l'étendue du territoire national. Oui, permettez-moi avant de revenir à ça, de rappeler que le gouvernement béninois avait déjà écrit à la Cour déjà le 16 mars dernier pour annoncer qu'il n'est pas content de ce qui se fait et qu'il va se retirer. Donc le ministre, en le disant hier, n'a fait que confirmer ce que le Bénin avait déjà fait. Le 16 mars, le président de la République avait déjà écrit, non seulement à la Cour, c'est-à-dire au président de la Commission, mais il a écrit aussi au président en exercice de l'Union africaine. Donc c'est pour dire que le Bénin ne s'est pas levé d'un coup de tête parce que fâché par une décision, mais c'est après de longues analyses. Le Bénin n'est pas le premier, il y a des États. La Tanzanie nous a dévancé, le Rwanda nous a dévancé. La Tanzanie est dans le pays hôte de la dite juridiction. Juridiction, ça veut dire qu'il y a réellement un problème. Alors je reviens à notre décision prise par le communiqué rendu public par le directeur de la police nationale et de la police républicaine. La police républicaine. Oui, excusez. Et de la police républicaine qui rend désormais obligatoire le port du masque. Et il faut préciser, quel que soit le mode de locomotion, c'est-à-dire que vous êtes à pied, vous portez le masque. Vous êtes à moto, vous êtes dans un véhicule, vous portez le masque. Je crois que le Bénin s'inscrit dans une logique générale de travail pour pouvoir faire ce que nous avons prévu pour le 11 mai. Le 10 mai déjà, l'activité économique doit reprendre normalement, les écoles doivent s'ouvrir et donc il faut par avance prendre les mesures pour que les gens soient déjà habitués, tout le monde partout, à porter le masque. Et on verra comment s'habituer à cela avant que dans 2 semaines, on puisse aller à cette ouverture de l'activité économique, à cette ouverture des écoles et universités sur le plan national. Donc, nous étions déjà là-dedans, nous sommes à Cotonou, et nous étions déjà obligés de porter le masque. Je crois que ce sont les autres parties qui n'étaient pas dans le corridor qui vont désormais souffrir. Ce n'est pas souffrir, qui vont juste s'adapter. Parce que je trouve que ça fait bon aussi. D'ailleurs, avant même Covid-19, on portait cela pour se protéger contre la poussière. C'était déjà quelque chose de bien pour la santé. Oui, même dans Cotonou, on portait cela. Il y a des gens qui portaient pour éviter la poussière. Quand il y avait de la poussière, quand vous êtes à moto, souvent on porte cela pour ne pas avaler beaucoup de poussière. Inhaler beaucoup de poussière. Donc, on vous aura compris, Claude Alofa. Quel est-ce qui tombe votre avis au sujet de cette décision gouvernementale? La décision, elle est bonne. Elle est bonne. C'est une décision qui s'inscrit dans cette lutte contre la propagation de cette pandémie. Mais en même temps, le contexte social nous oblige à faire des observations. Déjà, depuis que le port du masque est imposé à Cotonou, nous avons fait des reportages, nous avons écouté les populations. Il y en a qui trouvent que c'est
contraignant, pas seulement le port, mais pour leurs finances. Parce que s'il faut suivre exactement les prescriptions et qu'il faut aller acheter le masque qu'il faut utiliser peut-être pendant 4 heures et peut-être en utiliser 2 par jour pour une famille de 12 personnes ou de 8 personnes. Beaucoup d'entre elles, les populations confectionnent des masques avec le couturier. J'y viens. C'est beaucoup de problèmes et s'il faut le faire, c'est compliqué. Maintenant, il y a les masques qui sont confectionnés par les couturiers ici et là. Des masques, il y en a qui sont bien, il y en a qui ne nous permettent pas de bien respirer. Et je pense qu'en la matière, il va falloir, c'est vrai que le ministère de la Santé fait beaucoup d'efforts pour contenir ce mal, pour informer, mais il faudrait qu'ils puissent faire des séances avec les couturiers pour leur dire il faut qu'il y ait des normes. Il faut qu'il y ait des normes parce qu'il ne sert à rien de porter des masques qui ne vous protègent pas véritablement. Il ne sert à rien non plus de porter des masques qui vont vous conduire dans d'autres maladies. Parce que si vous avez des masques qui vous empêchent de respirer normalement, là, c'est vous créer autre chose. Vous créez d'autres dommages à votre corps qui vont se révéler après Covid-19. Donc, vous allez échapper au Covid-19 pour tomber dans un autre mal qui pourrait vous emporter également. Et donc, je crois qu'il faut une concertation. La lutte, elle est commune. Tout ce qui se fait au niveau de la santé, c'est bien. Mais aujourd'hui, c'est avéré que le masque fabriqué localement, qui est réutilisable, qui est lavable, s'impose également sur le marché parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller faire le masque qui est subventionné par l'État. Et donc, il faudrait maintenant que l'État puisse intervenir pour que ces masques-là soient aux normes, pour que ça puisse véritablement protéger. Et quand ça sera fait, ça va vraiment être utile. Mais quand le 11, nous allons ouvrir les écoles, est-ce que les élèves devront porter des masques? Quand les élèves devront porter des masques, chacun a son équipe chez lui. Vous allez acheter des masques à tous vos enfants, même si c'était réutilisable. Est-ce que vous pensez qu'un enfant qui est au primaire peut utiliser un seul masque du matin au soir? J'en doute, parce que déjà, il faut voir leur tenue scolaire. Quand ils vont le lundi, le soir, là, observez bien, quand ils sont toujours, surtout au cours d'initiation, CICP, voyez un peu leur tenue. Et qu'en serait-il des masques? Et quand en classe, ils vont avoir besoin de répondre à une question de l'enseignant. Le masque serait... Est-ce que l'enseignant arrivera à la distinguer? Parce qu'il y a des masques aujourd'hui qui ne vous empêchent pas de parler normalement, qui vous empêchent de parler normalement, votre voix n'est pas perceptible. Donc, il y a beaucoup de petits détails là qu'il faut régler, à mon avis, pour que ça se passe très bien. La mesure, tout le monde est d'accord pour, mais quand nous sortons de Cotonou, aujourd'hui, avec l'amenuisement le commerce aujourd'hui, il est réduit à cause de toutes les mesures qui sont prises pour contenir la pandémie. Ça veut dire que les populations ont forcément moins d'argent. Les populations ont moins d'argent en dehors de Cotonou. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, est-ce que les gens ont les moyens de s'acheter vraiment les masques? Est-ce que les gens qui sont là-bas ont les masques à leur disposition, comme il se doit? Parce que s'il faut aller à la pharmacie, est-ce qu'il y a suffisamment de pharmacies disséminées un peu partout? Nous sommes 10 millions de Béninois, je crois. Je ne sais pas combien de pharmacies il y a. Je sais que quand moi je suis au village, que je dois acheter un produit, il faut que je prenne un Zémidian ou une voiture. Donc, il y a beaucoup de choses, des paramètres auxquels il faut vraiment penser de façon globale pour avoir la solution qu'il faut. Merci à vous, Kenneth Kitomé. Oui, je voudrais ajouter une ou deux choses pour dire que oui, les remarques sont pertinentes, mais déjà, il y a quelques siècles, le naturaliste anglais Charles Darwin disait que seules les populations, les peuples qui arrivent à s'adapter aux nouvelles conditions, qui survivent lorsqu'il y a des catastrophes, lorsqu'il y a des difficultés. Alors ceux qui n'arriveront pas à respirer normalement avec les masques, je crois que la nature fera une sélection. Bon, c'est une manière de dire qu'il faut que l'on sache que on doit porter les masques. Et on n'a pas besoin de que les narines avalent ou inhalent tout l'air ou tout l'oxygène avant de dire qu'on respire. Et deuxièmement, je voudrais reconnaître que nous aurons un problème parce que nous n'avons pas dans tous les villages du Bénin une pharmacie. Et de la même manière, ce sera un peu coûteux pour ces populations. On aura un problème d'hygiène, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, par rapport à nos élèves, à nos écoliers. Et tout cela va se corriger. En évoluant, nous verrons dans quelle mesure les maîtres, les enseignants seront mis à contribution. Les parents également vont veiller, parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Ou vous portez, et vous portez bien, ou bon, vous propagez le mal et puis vous faites du mal à tout le monde. Maintenant, quant à l'État, il serait bon que les masques qui ont été acquis soient peut-être distribués à ces populations, dans ces milieux-là, qu'on trouve un moyen pour qu'ils en aient
à leur disposition parce qu'une chose est de demander que l'on porte, mais une autre est de pouvoir s'en acquérir. Merci à vous, Claude Alofa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de l'Informateur. Vous étiez face à Carles Kitomé, journaliste à ESAE Télévision. Ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et excellente journée de travail en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.tv.